C'est-à-dire que souvent ton professeur il va te dire ça on n'a pas le droit, ne faites jamais ça c'est faux, etc. Tu peux le croire sur parole, mais tu peux aussi choisir d'être un peu plus taquin et te dire tant que j'ai pas vu un contre-exemple, je ne le crois pas. Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour parler de contre-exemple. Alors qu'est-ce qu'un contre-exemple? C'est très simple. Si tu as une assertion mathématique qui est fausse, il s'agit d'exhiber un exemple qui montre que cette proposition elle n'est pas vérifiée. Dans un contexte, par exemple, tu vas avoir des propositions où un certain nombre d'hypothèses vont entraîner un certain résultat. En général, si tu enlèves une des hypothèses, on n'a plus le résultat. Et justement, tu peux produire un contre-exemple en exhibant un objet qui ne vérifie pas l'hypothèse en question et qui du coup ne va pas vérifier le résultat du théorème. Alors les questions qu'on va se poser aujourd'hui, c'est d'une part, pourquoi chercher un contre-exemple, et d'autre part, comment chercher un contre-exemple. Et c'est là le point central de cette émission. Alors pour ce qui est de l'intérêt, c'est mon premier point, c'est que chercher des contre-exemples va vraiment t'aider à retenir les hypothèses des théorèmes et des propositions que tu utilises. Parce qu'en fait, si tu disposes de contre-exemples qui te montrent que le résultat est faux si tu oublies telle ou telle hypothèse, tu vas t'en souvenir à chaque fois, et même dans tes marches aléatoires, à chaque fois que tu te souviens du théorème, à chaque fois que tu cites les hypothèses, tu vas te dire « Ah oui, si j'enlève que les matrices commutent, alors j'ai un exemple comme quoi le binôme de Newton n'est pas vérifié. Si j'enlève la dimension finie, alors j'ai un exemple d'application qui est surjective et qui n'est pas injective, etc. » Donc ça va t'aider à retenir les hypothèses d'un théorème, en addition avec le moyen mémotechnique qui peut être tout simplement d'apprendre la démonstration, et aussi ça va te créer des petits exercices que tu vas pouvoir retenir. En créant des contre-exemples, souvent, tu vas devoir démontrer que ton objet produit vérifie des hypothèses, et ça te fait des petits exemples que tu auras produits tout seul et dont tu pourras te rappeler. Un deuxième intérêt, c'est de venir lutter contre les croyances, c'est-à-dire que souvent ton professeur il va te dire ça on n'a pas le droit, ne faites jamais ça c'est faux, etc. Tu peux le croire sur parole, mais tu peux aussi choisir d'être un peu plus taquin et te dire tant que j'ai pas vu un contre-exemple, je ne le crois pas. Et ça en fait, c'est vraiment en une phrase ce qu'est la démarche scientifique. Donc par exemple, on me dit, avant d'appliquer la formule du binôme de Newton à deux matrices, vérifie qu'elle commute. J'ai envie de me dire, ok, si elle commute pas, comment ça se passe? Est-ce que j'ai un contre-exemple qui infirme la formule? De la même manière, on peut me dire, t'as pas le droit de me dire que la limite de l'intégrale, c'est l'intégrale de la limite. C'est la même chose. Peut-être que j'ai pas le droit d'intervertir, mais moi j'aimerais bien voir un exemple qui me montre que l'intégrale de la limite a une valeur différente de la limite des intégrales, etc. C'est la même chose, en dimension finie, tu sais que les endomorphismes sont injectifs, si et seulement si ils sont surjectifs, si et seulement si ils sont bijectifs. Donc moi j'aimerais bien voir, du coup, si je vérifie pas l'hypothèse de dimension finie, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai pas un exemple d'application qui est injective, non surjective? Est-ce que j'ai pas un exemple d'application qui est surjective, non injective, etc. Comme ça, quand j'utilise mon hypothèse, l'application est injective, donc bijective, là, il y a plein de choses au moment où j'écris ça sur ma copie qui me reviennent en tête. Il y a dimension finie, bien entendu, mais il y a aussi les contre-exemples qui viennent me dire « Attention, si tu oublies ce mot-là, tu dis quelque chose de faux ». Enfin, un troisième intérêt qui peut être plus pratique pour toi, c'est que le contre-exemple, c'est un exercice qui est extrêmement simple à produire. Alors c'est très apprécié en colle, comme je te le disais dans l'introduction, puisque souvent quand tu affirmes un résultat mathématiquement faux, ton colleur peut tout simplement te créer un exercice en te disant « Produisez-moi un exemple qui montre que ce que vous venez d'affirmer, c'est faux ». Et c'est quelque chose de très important. C'est pareil à l'écrit en fait. À l'écrit, quand tu as envie de réaliser des manipulations avec des objets que tu ne maîtrises pas vraiment, il peut être agréable d'avoir plusieurs exemples et plusieurs contre-exemples, tout simplement pour contrôler ton résultat. C'est-à-dire que par exemple dans des sujets qui sont difficiles, souvent tu vas raisonner avec des matrices de taille quelconque, avec lesquelles tu vas devoir faire des manipulations assez abstraites. Toi, si tu as beaucoup travaillé avec les matrices 3-3 et que pour chaque proposition du cours tu as des exemples et des contre-exemples, tu vas pouvoir à tout moment contrôler si ton résultat est juste ou faux. Enfin, on mentionnera aussi que c'est quelque chose qui peut être utilisé dans les oraux de concours, notamment s'il ne reste que 2 minutes dans le temps imparti. C'est assez facile comme exercice à vue de te demander de produire un contre-exemple à telle ou telle propriété. En plus de ça, un contre-exemple, ça montre que l'élève a une volonté de compréhension des notions qu'il utilise, et une compréhension au sens de la démarche scientifique. C'est-à-dire que l'élève qui va avoir une bonne démarche scientifique, il va pas se contenter de ne pas faire quelque chose parce qu'on lui a dit que c'était interdit. Il va vraiment chercher à comprendre pourquoi on ne peut pas le faire. Et ça, si tu réfléchis, que tu sois en prépa scientifique ou en prépa pour les écoles de commerce, c'est vraiment une qualité qu'on veut retrouver chez toi. Les gens chez lesquels tu vas travailler une fois que tu auras fait ton école veulent avoir affaire à quelqu'un qui fait preuve de bon sens. Et ces mots-là, compréhension, bon sens, c'est vraiment ce qu'on retrouve à longueur de rapport du jury, que ce soit dans les écoles de commerce, dans les écoles d'ingénieurs, ou même pour passer de l'agrégation de mathématiques. Le jury veut voir que l'élève comprend ce qu'il fait et qui fait preuve de bon sens. Les contre-exemples, c'est vraiment quelque chose qui vient dans ce sens.
Alors après l'intérêt du contre-exemple qu'on a détaillé dans ce premier point, je vais te parler de la méthode. Alors c'est quelque chose d'assez standard en fait, que la plupart des mathématiciens font sans vraiment s'en rendre compte parce que des fois ça va extrêmement vite. Il y a 3 étapes dans cette méthode. La première, c'est de considérer les objets les plus simples possibles. La deuxième étape, c'est si avec les objets les plus simples que tu as pu considérer, tu n'arrives pas à obtenir un contre-exemple, tu vas essayer de comprendre pourquoi. Des fois c'est impossible de comprendre pourquoi, des fois c'est indispensable. Donc essaye encore une fois de rationaliser a posteriori qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné. Et ça mène à la troisième étape, c'est-à-dire que tu aies compris pourquoi ou que tu n'aies pas compris pourquoi ton exemple n'a pas fonctionné, tu vas complexifier légèrement l'exemple précédent et en fait tu vas répéter les 2 dernières étapes. C'est-à-dire que tu vas complexifier les exemples, regarder si ça marche, essayer de comprendre pourquoi, complexifier à nouveau, etc. Alors si t'es tout seul à chercher un contre-exemple, je te conseille encore une fois, comme dans tout ce que je t'ai proposé dans ces émissions et comme dans tout ce que je te proposerai, de fixer un temps limite. C'est-à-dire que l'important déjà c'est de chercher le contre-exemple. Tu peux le chercher 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes en fonction de ton temps disponible, et à partir de ce moment-là, tu pourras tout simplement aller demander de l'aide. Ton professeur, il va sûrement te demander « Qu'avez-vous cherché ?» Toi, tu vas lui dire « J'ai testé avec ça, avec ça, avec ça », tu vas lui montrer que t'as fait ton boulot de ton côté. À ce moment-là, ton professeur va pouvoir justement apporter un regard critique sur ce que tu as fait. Il va peut-être pouvoir te dire pourquoi, en fait, les contre-exemples que tu cherchais, ils ne pouvaient pas fonctionner. Et il va aussi peut-être pouvoir te mettre sur la piste d'un contre-exemple. Ou si c'est un exemple trop difficile, te fournir lui-même le contre-exemple et te demander, en exercice, de montrer qu'il fonctionne. Alors justement, on va attaquer mon troisième point, je vais te donner des exemples de ça. Je vais te donner 3 exemples d'application de cette méthode, de ce que j'estime du plus simple au plus compliqué. Donc le premier, c'est un exemple très simple, c'est l'intégrale du produit et le produit des intégrales. Alors ça, c'est quelque chose qui est faux. Alors je vais prendre mon algorithme dans l'ordre. La première chose que je vais faire, c'est que je vais considérer les fonctions les plus simples possibles, et je vais dire que je vais prendre l'intégrale de 0 à 1. La première chose que je vais tester, c'est d'affirmer ce résultat grâce à des fonctions qui sont constantes, parce que les fonctions constantes, ce sont les fonctions les plus simples que je connaisse. Alors, il s'avère que ça ne fonctionne pas. Parce que dans ce cas-là, pour les fonctions constantes, l'intégrale du produit, c'est bel et bien le produit des intégrales. Pas de chance. Je comprends du coup que j'ai choisi un exemple trop simple. Du coup, ce que j'essaye de faire, c'est que je vais complexifier une des fonctions. Et je vais tester du coup de voir si l'intégrale d'une fonction constante fois l'intégrale de la fonction qui a x associé x, c'est-à-dire de la fonction identité, est égale à l'intégrale du produit. Manque de chance, ça ne fonctionne pas. Du coup, je complexifie encore, cette fois, je vais complètement abandonner les fonctions constantes, et je vais considérer, pour les fonctions dont je veux faire le produit, l'identité et l'identité. Et il s'avère que là, tu vas voir que ça fonctionne. Un deuxième exemple, maintenant, c'est l'affirmation « toute matrice inversible est diagonalisable ». Alors ça, c'est une confusion que je retrouve de temps en temps chez mes élèves, et systématiquement, je vais leur demander un contre-exemple, pour qu'ils puissent se convaincre que c'est faux. Alors je vais chercher par exemple un exemple de matrice inversible qui n'est pas diagonalisable. Alors est-ce que je vais chercher une matrice 4-4 ? Certainement pas. Je vais chercher une matrice 2-2 par exemple. Et je vais même vérifier avant que je peux pas trouver une matrice 1 x 1, parce que ça serait encore mieux. Mais malheureusement, toute matrice 1 x 1 est diagonale, donc diagonalisable. Donc ça ne va pas suffire pour mon contre-exemple. Mais en colle, j'ai déjà produit à mes examinateurs des matrices 1 x 1 comme contre-exemple. Alors ici, on va partir sur une matrice 2 x 2. Donc je cherche une matrice qui est inversible, non diagonalisable. Je vais partir de la matrice la plus simple que je connaisse, la matrice nulle. Elle n'est pas inversible, tant pis, je passe à la suivante. La matrice identité. Pas de chance, elle est diagonalisable, parce qu'elle est diagonale. Alors maintenant, je me dis, voilà, j'ai ma matrice identité, avec 2 1 sur la diagonale et 2 0 sur l'antidiagonale. Je peux me dire, si je rajoute un 1 en haut à droite, ça sera une matrice triangulaire supérieure qui ne possède pas de 0 sur sa diagonale, donc une matrice inversible. Et là, exercice, tu peux démontrer que cette matrice-là n'est pas diagonalisable. Et d'ailleurs, c'est un exercice très instructif que de le faire. Donc encore une fois, tu vois cette gradation, je suis parti vraiment quelque chose de très très simple, j'ai pas hésité à proposer des contre-exemples qui ne fonctionnaient pas, et j'ai complexifié petit à petit. Un dernier exemple pour la route, c'est si l'intégrale sur R+, d'une fonction continue positive est convergente, alors cette fonction tend forcément vers 0 à l'infini. Donc imagine, t'as une courbe qui est tracée sur un R+, et on te dit que l'aire sous la courbe est fini, et on te dit que forcément la fonction tend vers 0. Alors je sais pas pour toi, mais de mon côté, moi je me représente vraiment une fonction qui tend vers 0. Parce que si elle tend vers autre chose que 0, eh bien du coup ça va faire un énorme rectangle à l'infini, et ça c'est sûr que ça va faire diverger mon intégrale. Il faudrait du coup une fonction qui n'ait pas de limite. Et là je vais pas terminer le contre-exemple parce que c'est potentiellement assez compliqué au format audio,
mais c'est un cas où il va parfois être indispensable de comprendre vraiment qu'est-ce qui fait que l'assertion est fausse. Et d'ailleurs, un moyen de montrer ce résultat, c'est de faire comme s'il était vrai, et tu vas essayer de démontrer que l'assertion est vraie. Et là, tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose qui frotte à un moment. Et c'est sur ça que tu vas t'appuyer pour créer ton exemple en mettant le doigt exactement là où ça fait mal. Pour conclure, la recherche de contre-exemples, ça participe vraiment à la compréhension des notions de ton cours. Ça permet de mettre en relief les hypothèses des théorèmes. Je te conseille d'ailleurs de relire la démonstration ensuite, comme ça les hypothèses, tu les verras via le contre-exemple, où tu verras que si elles sont pas vérifiées, il y a un petit problème, et aussi dans la démonstration, où tu verras comment elles sont utilisées. En fait, ce que ça va faire, ces contre-exemples, c'est que ça va solidifier la structure de tes connaissances. Donc dans ma molécule qui représente l'ensemble de connaissances que tu as en mathématiques, je te réfère à une des premières émissions, l'émission numéro 6 si je me souviens bien, on avait imaginé les connaissances comme des atomes et les relations logiques comme des liaisons entre ces atomes, et bien finalement, un contre-exemple, ça pourrait faire office de liaison, parce que ça vient en fait solidifier la structure. Alors je te rappelle l'algorithme, la première étape c'est de considérer les objets les plus simples possibles, et de complexifier finalement, à partir de la compréhension du problème, ou peut-être sans comprendre vraiment ce qui ne fonctionne pas, de complexifier l'objet que tu considérais au départ, jusqu'à finalement obtenir un contre-exemple le plus simple possible. Et ça c'est vraiment un type de raisonnement qu'on retrouve un peu partout, dans les mathématiques comme dans la vie. Par exemple, quand tu as plusieurs méthodes pour étudier la convergence d'une série à termes positifs, ce que tu peux tester dès le départ, c'est les méthodes qui te donnera les résultats les plus immédiats. Par exemple, ici, tu peux tester la divergence grossière. Parce que si ça fonctionne, c'est bingo, il n'y a plus besoin de faire de comparaison série intégrale, il n'y a plus besoin de faire de développement asymptotique, c'est fini tout de suite. Si tu joues aux échecs, tu verras que la première chose qu'on te propose de calculer, c'est ce qu'on appelle les coups forçants. En général, le sacrifice de la dame, c'est un coup qui est extrêmement forçant et qui rend la chose facile à calculer dans toutes les variations que tu vas calculer. En fait, le raisonnement, c'est toujours le même. Si ça fonctionne, il n'y a pas besoin de chercher plus compliqué. Tu fais ton sacrifice de la dame et on n'en parle plus. Dans les contre-exemples, c'est la même chose. Si avec le premier truc le plus simple qui te vient en tête, ça fonctionne, eh bien pourquoi se compliquer la vie? Tu fais ton contre-exemple avec les objets les plus simples. Dans la prochaine émission, je vais te parler de créer tes propres exercices. Donc ici, en fait, on est un peu sur la voie, puisque du coup, chercher des contre-exemples, c'est déjà un exercice, et tu peux t'apercevoir que pour vérifier que les objets que tu produis vérifient les hypothèses, par exemple, de l'assertion, ça va constituer des exercices. J'évoquais, par exemple, tout à l'heure, le fait que la matrice 2x2 avec des 1 partout, sauf un 0 en bas à gauche, c'est une matrice qui était inversible, qui n'était pas diagonalisable. Et bien, en fait, cet exemple produit te fournit un exercice. Donc justement, on va essayer de généraliser un peu le procédé et de voir pourquoi et comment créer tes propres exercices. Enfin, avant de terminer, et probablement pour l'avant-dernière fois, je renouvelle mon appel à l'action, c'est-à-dire que je t'invite, si tu as vraiment des questions ou des thèmes que tu voudrais que je traite, à les partager en commentaire, à ne pas hésiter à poser des questions même si elles te paraissent insignifiantes. Je me ferai alors une joie de te répondre et de te dire si j'estime que je suis capable de créer une émission à partir de cette question, ou alors je te répondrai directement dans les commentaires si la réponse me paraît simple, etc. En attendant, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.